Ce document qui vous est présenté, je voudrais simplement qu'il reste là pour que vous compreniez le désastre du Gabon. Je voudrais juste une petite anecdote. Après ce dossier, j'avais été pris un dimanche par des éléments de la DGR. Heureusement que l'affaire était tombée sur le grand frère d'un ami à moi et il a su manœuvrer pour que je ne me trouve pas à la sortie de la messe dans les jours de la DGR. Quelque temps après, à peine 3 semaines plus tard, ma maison avait été cambriolée, une œuvre professionnelle, et ce qui les avait intéressés, c'était mon ordinateur, qu'ils ont brisé en 1000 morceaux à cause de ce dossier. C'était pour vous le rappeler et vous montrer par où commence le désastre du Gabon. Parce que nous l'avons perçu très tôt, et nous l'avons fixé, et nous avons posé la question essentielle. Nous sommes le 29 novembre 2010, c'est-à-dire un an après la prise de pouvoir de M. Ali Bongo. Et parce qu'à cette période-là, nous constations déjà qu'il y avait un sérieux problème entre les attributions d'un certain chef de cabinet, un chef de cabinet, et la fonction présidentielle, qui est une fonction constitutionnelle noble. On a donc posé cette question-là. Et je voudrais que chacun d'entre vous fixe cette image. L'analyse. Fixe bien ce titre. Et je vous assure qu'auparavant ça, personne n'avait osé dans la presse gabonaise de parler de M. Akon-Bessi. C'est là que nous avons cassé le mythe Akon-Bessi. À la suite de ça, nous avons fixé un détail très important qui était l'achat, un engagement du trésor public gabonais pour l'achat de 10 milliards de francs de véhicules de luxe. Ce dossier, vous l'avez eu récemment avec France 24. Il y a combien d'années? France 24, Mediapart, je crois. Rien que cette année, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai fait cette enquête-là dès janvier 2010. Et j'ai été en possession de tous les éléments au courant du mois de juillet 2010. Je les ai gardés, j'ai attendu le bon moment et j'ai balancé. Avant France 24, il y a un journal suisse qui en avait parlé déjà. Okay. Et ce journal suisse, je vous le dis, je ne trahirai du tout, c'était référé à moi, il est venu jusqu'au Gabon, me rencontrer, et m'ont demandé s'ils pouvaient faire la suite de ce dossier, etc. Je leur ai parlé. Il y a 2 ans, Marc, on a été témoin de cette affaire, je peux vous en parler parce que c'est également lui qui a orienté les journalistes suisses vers moi. Donc nous cassions le mythe à Akon-Bessi là. C'est pour ça que je voudrais rappeler à toutes les personnes, que la question Akon-Bessi, il ne faut pas la prendre à la légère. Pour moi, ce n'est pas une question de Béninois ou de Togolais. Je voudrais bien qu'on m'entende. Ceux qui ont les enregistreurs, qu'ils enregistrent s'il vous plaît. Vous prenez mot à mot ce que je dis. Si vous avez envie d'aller extrapoler, d'aller faire tout ce que je dis, je l'écris et je le dis en toute liberté. J'ai toujours fonctionné ici. Ça fait 23 ans que je suis dans la presse, que j'ai subi le coup les plus durs dans la presse. Et j'ai toujours dit ce que je pense dans mes éditoriaux et partout. Donc je vous autorise en toute amitié à enregistrer pour ceux qui ont mission de le faire. Bon, fixez cette image et on va la laisser là et je vais sommairement parler de la situation du Gabon au plan social. Je vais revenir sur des promesses d'une campagne, sur un SMIC qu'on avait arrêté pendant une campagne à 150 000, une promesse de lever le SMIC à 150 000. Est-ce que ce SMIC est à 150 000? Vous êtes Gabonais, vous avez des parents au Gabon. Est-ce qu'il a 150 000? Non. Bien. Première promesse. Monsieur Ali Bongo avait décidé, avait promis de construire 5 000 logements par an. 5 000 logements par an. Et il avait ajouté que ce n'est qu'un minimum. Je prends texto ces mots. Ce n'est qu'un minimum. A-t-on eu 5 000 logements par an? On a eu un camp militaire à la place. D'accord? J'appelle ça un campement. Un camp de concentration à la limite. Pour ceux qui sont passés au Gabon récemment, ont vu le spectacle désolant qui a plongé.
où on a fait venir tout le matériel de Turquie, tout le matériel, je dis bien. Alors que nous avons du bois au Gabon, nous avons le beau marbre de la Nyanga, nous avons le beau granit des environs du Wellington, de Makoko, etc., qui sont des matériaux très nobles qu'on peut utiliser dans la construction. Pas, on n'a jamais vu les 5000 logements poussés de terre. Monsieur Ali Bongo avait promis des universités à Fougamou, dans Aboué, dans le Wellington, à Port-Gentil. Je crois qu'une initiative présidentielle avait été prise, celle traditionnelle aussi, de poser la première pierre de ces édifices. On en est où aujourd'hui? Les étudiants sont en grève depuis 2012. J'ai vécu la grève des étudiants, je l'ai couvert indirectement, j'ai parlé des étudiants à des hommes invisibles qui menaient ce mouvement-là pendant que j'étais à l'exil au Cameroun, en 2012. Et à ce jour, le résultat est que l'université du Gabon est fermée. Bon, donc, voilà, au niveau de l'école, de l'enseignement, de l'université, les promesses non tenues. La santé, est-ce qu'il suffit de construire de beaux bâtiments pour dire que nous sommes en avant-garde de la santé au Gabon? Je crois que non. Ce dont on a besoin, c'est une offre de soins. Monsieur Ali Bongo Ondimba, quand il veut, quand il est malade, il va où? À l'hôpital américain. Je dis, prenez ce que je vous dis parce que c'est exact. Il va à l'hôpital américain, d'accord? C'est là où il va se faire soigner. Et pourtant, nous avons, dit-on, un bel édifice qu'on appelle l'hôpital des instructions de l'armée, l'hôpital militaire, qui n'est rien d'autre aujourd'hui qu'un mouroir. Les cas les plus sérieux ne peuvent pas être traités là-bas, je suis désolé. Tous, autant qu'ils sont, viennent en France ou ailleurs, ou vont en Chine, ou vont toucher aux herbes en Inde, okay, comme récemment encore, pour se soigner. Donc, ça ne sert à rien de faire le beau bâtiment, parce que ça va être ça, dans quelque temps, l'objet de la propagande de M. Ali Bongo. On l'a vu à la période où il a été très embêté, okay? On l'a vu présenter tous ces édifices. Ça fait partie, c'est depuis quelques mois je dirais sa grosse opération, montrer ce qu'il a réalisé, etc. Simplement pour briser les grèves et tout autre artifice. Donc jusque-là, nous n'avons rien en matière d'offre de soins. Une autre promesse qui n'a pas été tenue. Je ne vais pas vous parler de l'habitat parce que les Matiti que certains d'entre vous ont laissés il y a 25 ans, parce qu'il y en a qui sont en France ici depuis au moins 25 ans, 30 ans, qui sont nés ici, les Matiti que vous avez laissés se sont dégradés. Alors, quand les Matiti se dégradent, vous imaginez qu'on est là en dessous du niveau acceptable de vie d'être humain, en dessous de ce niveau-là. C'est pour ça que je voudrais qu'on fixe ce tableau, le tableau que je viens de vous donner, qui n'est qu'un résumé du plan social, de la situation sociale et de la crise sociale au Gabon, et que nous arrêtions de faire des blagues, des accusations gratuites, d'attaquer des gens inutilement, alors que nous sommes en détresse, profondément en détresse, et qu'il y a des choses, et qu'il y a une mobilisation à organiser pour que tout cela s'arrête. Ça, c'est la situation sociale. On peut s'étendre, hein. On est tenu par le temps. Je vais parler sommairement aussi de la situation politique. Vous savez dans quelle ambiance nous nous trouvons. Le Gabon est en état de siège. Je laisserai Jonas s'étendre là-dessus dans un instant. Le Gabon est en état de siège. L'armée est dans tout le pays, à la suite d'une manigance simplement, à la suite de deux manigances, je dirais. Mais je vais partir en amont de cette situation. Le Gabon vit un scandale constitutionnel depuis la sortie du livre de Pierre Péan. Il a été dit dans ce livre que M. Ali Bongo Ondimba, parce qu'il faut bien... moi je pense que
je vais faire une digression. Ne vous arrêtez jamais à Ali Bongo, ça va faire confusion avec ceux qui sont porteurs de ce nom légalement. Et pas seulement légalement, mais de droit et de naissance. Monsieur moi je l'appelle sa petite majesté. Ok? Sa petite majesté s'appelle Ali Bongo Ndimba. Né, dit-on, Alain Bongo. Après on a découvert que c'était Alain Bernard Bongo. Ok? Et donc Pierre Péan nous apprend dans ses recherches que ce monsieur n'a pas date de naissance. Mais ça aussi, nous en avons parlé dans une édition qui est parue le 30 mai 2011. Nous avons intitulé « D'où vient Ali Bongo Ndimba ?» Cette édition a valu à votre modeste interlocuteur un empoisonnement, ça a été avéré, moi je n'en savais rien, et également un enlèvement. On est le 2 juin 2011, le jour de cet enlèvement-là, c'était le jour de l'ascension, je sortais de l'église, et dans l'après-midi, je me rends à mon bureau, quelqu'un m'appelle, me demande d'aller le trouver, il a des informations importantes à me donner, bon, c'était un guet-apens. Ils avaient mis en contribution un mélange d'éléments de la PJ, d'éléments de la GR. Bien. Et donc, cette affaire qui repartait au tribunal par une plainte de M. Luc Bongonsi, nous en avons fait écho et c'est réapparu dans le livre de M. Péan. Alors, pourquoi c'est un scandale constitutionnel? Simplement, nous avons quand même des dispositions de la Constitution qui obligent le chef de l'État à être premier dans le respect de la légalité, dans le respect de la loi. Le chef de l'État est tenu au respect de la loi. Il doit en être le modèle, il doit montrer l'exemple. À la plainte qui avait été introduite le 13 novembre par des Gabonais, ce n'était pas que le front, c'était le front, des membres du front, de l'opposition et des Gabonais qui se sont adjoints à cela. Et à l'issue de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un spectacle, mais des plus rocambolesques. J'ai eu honte de mon pays. Comment a-t-on pu bafouer le droit à ce niveau? Et à ce jour, à cette plainte, pardon, s'est adjoint une autre plainte, celle de M. Mokani Iwango, qui lui a porté plainte à la Haute Cour de justice et a suivi les procédures qui imposent au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, de convoquer cette Haute Cour de justice. Procédure imparable. À ce jour, les uns et les autres font obstruction sciemment à cette procédure. Alors, dites-moi qu'on n'est pas dans une situation grave où on est en train de piétiner la Constitution de la République gabonaise, qui est notre loi fondamentale. Je crois que c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Et qu'au nom de cela, on ne peut pas passer du temps à s'amuser. Je préfère vous dire qu'il y a des Gabonais qui ont payé de leur vie. Qui ont payé de leur vie pour la cause du Gabon. Il faudrait qu'à chaque instant on pense à eux. Le premier fut Germain Ba. Je parle de l'ère Bongo. Le premier fut Germain Ba. Avant lui-même, il y a eu Mbéné qui est mort de façon totalement étrange dans une prison à la suite du coup d'État de 64. On a Germain Ba qui est parti le 17 septembre 1971. Il faudrait qu'on s'en souvienne. Il y a eu une Bouna des Pénons qui est partie le 31 juillet 1977. Il faut qu'on s'en souvienne. Il y a eu Manza qui est parti le 15 août 1985. Il faut qu'on s'en souvienne. Ce n'est pas de la rigolade. Un prêtre disait dans une église
que le sang d'une seule personne est déjà trop grave pour qu'il en coule encore. Et qu'on continue de regarder cela en silence. Je crois que le fait que Jonas et moi nous nous retrouvons en France alors que nous ne l'avons pas voulu, c'est une mort quelque part aussi. C'est une mort. Je passe tous les autres qui sont passés, qui sont partis. Le plus récent encore, la personne la plus récente qui est partie, c'est André Mbouba. Et quand les gens parlent à la légère, je suis mais profondément touché. Monsieur André Mbouba savait exactement d'où venaient les coups. Je peux sommairement témoigner parce qu'il me l'avait dit. Et il m'avait dit, le moment venu, tu en parleras. Et je ne savais pas trop ce qu'il me disait ce jour-là. Enfin bref, je m'arrête là. Donc pensons aux gens qui ont versé leur sang pour que cette constitution soit un document noble. Et que ce soit notre référent. Que ce soit réellement la mère de nos lois. Donc, l'affaire Péan, je l'appelle comme ça, l'affaire de la naissance d'Ali Bongo, je voudrais qu'on enlève aussi l'esprit que c'est une affaire de xénophobie. On n'est pas devant une affaire de xénophobie. On demande à M. Ali Bongo Ndimba de présenter ses documents de naissance pour qu'ils soient conformes à l'article 10 de la Constitution. C'est tout ce qu'on lui demande. On demande à M. Ali Bongo Ndimba de traduire dans la vérité ce qu'il a coutume de dire, à savoir que le Gabon est un État de droit et nous sommes égaux devant la loi. Il le dit à longueur de temps. Qu'il le démontre. Qu'il le démontre. C'est simplement ce qu'on lui demande dans cette affaire. Ils ont manipulé la presse française. Moi, j'ai rencontré des journalistes, tous les journaux qui en ont parlé à la légère ici. J'ai rencontré des journalistes du monde à qui j'ai fait la remarque sur cette affaire. Ils m'avaient promis qu'ils referaient une enquête sur beaucoup d'autres choses. J'étais heureux de constater que lundi dernier, je crois, hein, il y a eu une merveilleuse édition du Monde où ils ont parlé, bon d'accord, de l'affaire de la question de l'héritage. Ça signifie que les lignes ont bougé de ce côté-là. Okay? Bon, ce n'est pas une affaire de xénophobie, c'est une affaire de droit. C'est une affaire de droit. Je voudrais vous souligner que à Bitam, il s'était produit quelque chose d'assez extraordinaire. Un maire et son équipe avaient été pris pour des faits pour des faits frauduleux. C'est-à-dire qu'ils avaient falsifié des documents. Tous avaient été mis en prison pour faux et usage de faux. Je vais vous rappeler le cas de Minkomi Bié, qui était maire au 2e arrondissement. À une période donnée, il a été interdit au 2e arrondissement de signer un seul document de naissance, de délivrer un seul document de naissance. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert dans les fichiers que ce monsieur s'amusait à donner des actes de naissance à des personnes qui arrivaient, qui lui demandaient, qui venaient de l'extérieur. C'était un trafic. S'il n'était pas allé en prison, c'est parce que le système Bongo était, comme on le connaît tous, un système d'impunité totale. C'est pour ça qu'il n'est pas allé en prison. Mais on peut citer plein d'autres situations. On voit dans les journaux des personnes qui sont mises en prison parce qu'elles ont eu à faire un faux acte de naissance. Le faux et l'usage de faux est réprimé par notre code pénal. Alors, M. Ali Bongo, qui ne démontre pas aujourd'hui, qui fait du faux, parce que moi je peux dire que c'est un faux. Cet acte de naissance avait été délivré le 29 mai 2009. J'ai les dates. Le 29 mai 2009, on délivre un acte de naissance à quelqu'un qui est né, dit-on, le 9 février 1959 à Brazzaville. C'était déjà un faux.
La deuxième chose, c'est que la mairie qui délivre cet acte de naissance-là n'était pas habilitée à faire des transcriptions. C'est la seule mairie du premier arrondissement qui est habilitée à le faire. La seule mairie du premier arrondissement. Donc, par ce fait-là déjà, c'était faux. Et tout à coup, il est publié dans le monde une espèce de déclaration de naissance qui est signée de M. Albert Bernard Bongo. Les déclarations de naissance sont signées par le directeur. Moi, j'ai une fille. Quand elle est née, on ne m'a pas dit, vient de signer la déclaration de naissance. La deuxième chose qu'on découvre dans ce faux acte, c'est que la personne devant qui cet acte est fait ne se trouvait même pas à Brazzaville. Elle était en stage ici. Et quand elle est rentrée, la personne était ministre de l'Intérieur sous Fulbert Loulou. On est où là? On est en plein dans le faux. On n'a pas besoin de chercher le midi à 14 h. Ce monsieur-là, je vous dis, ce monsieur, et je vous exhorte à le faire, et on va tous le faire, on doit lui porter plainte. Chacun doit s'engager pour ça, même individuellement. Pour faux et usage de faux. Comme ça restera dans l'histoire. Et partout où il ira dans le monde, parce qu'il va partir. Ça, je vous le dis, il va partir. Mais de sorte que, quand il partira, qu'il ne soit pas en liberté, qu'il aille en tôle. Sommairement, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Toujours sur le plan politique, on assiste aujourd'hui à l'organisation de la violence politique, où on prend les loupards, on les lance sur les opposants, pour qu'en fin de compte, ce soit les opposants qui soient traduits en justice. Mais les personnes qui sont allées casser le domicile de M. Ping, une mère a déclaré sur les lieux que son fils lui avait dit le matin qu'on l'avait appelé pour un meeting du PDG à cet endroit-là. C'est une maman qui parlait, qui est venue, qui a appris que son fils se trouvait dans une histoire assez étrange. Et elle est venue et elle a dit ce que son fils lui avait dit. Un autre garçon a dit que c'est M. Opianga qui nous a pris via son intermédiaire, via son agent, pour qu'on vienne ici. Ce ne sont pas les gens qui ont mis le nom de M. Opianga dans la bouche de ce jeune homme. Et ce n'était pas sous la pression. Voilà un pays, et tout cela se fait alors que les unités de gendarmerie et de police sont là, qui assistent en spectateurs à cela. C'est quand même étrange. Voilà notre pays. Il n'y avait pas que le domicile de Ping, hein. Il y a eu celui d'Amurumba et tous les autres. Aujourd'hui, bon, ça, je vous fais l'économie de ça. Les forces de l'ordre, la police, etc. sont au service de qui aujourd'hui? La police est au service du pouvoir. On l'a vu récemment, M. Wangou va expliquer à un agent que conformément à la loi, nous avons tous les détails qui nous autorisent à tenir ce meeting. Qu'est-ce qu'un colonel de la police? On a dit, c'est quand même un grade élevé au niveau de la police, au niveau des corps. Un colonel lui répond que vos histoires de droit là, je n'y comprends rien. On m'a donné un ordre spontané. L'ordre verbal est au-dessus de la règle de droit. L'ordre verbal. Donc il y a des juges dans cette salle, hein, qui sont certainement brillants, qui ne peuvent même plus rentrer chez eux parce que bon. Voilà où on en est. Voilà où nous en sommes. Donc, sur ce, je vais d'abord m'arrêter là et je vais passer la parole à Jonas pour qu'il... Jonas, un petit détail. Je voulais parler de l'état de la presse rapidement. Bon, la situation de la presse est matérialisée déjà par nous ici. Nous sommes trois en fait ici. On a une jeune consoeur que je ne vois pas plus souvent. Ouais, elle est là. Bon, qui sont les gens? Parce que moi je connais le travail qu'elle faisait à TV+, je sais combien ils ont été traqués. J'en suis témoin et puis bon, elle est certainement, elle est venue bien avant nous, je crois 2 ans, ça fait un an, ok.
Bon, il y a Jonas qui est là. On a bataillé dur pour qu'il sorte du Gabon déjà. Je ne vous dis pas dans quelles conditions. Je souhaiterais qu'il vous en parle. Qu'il vous en parle quand même, Jonas. Il faut leur donner cet épisode-là. Quand tu sors du Gabon, tu arrives au Cameroun, etc. Il faut leur en parler, ils ont besoin de comprendre. Il y a ici le promoteur de la loupe et de l'aube, Alphonse Ongour. Je pense que vous tous vous connaissez le journal La Loupe et le journal L'aube. Il est ici également. Il ne peut pas repartir au Gabon parce que le jour où on avait été pris à la DGR, d'abord à la PJ, et puis à la DGR, on nous demande de nous dire où se trouvait Alphonse Ongour. On a dit, bon, de toute façon, c'est un pote dans la presse parmi tant d'autres et qu'on n'a pas de fréquentation particulière, alors que bon, c'est vraiment l'une des personnes qui est la plus proche de nous. Ok? Mais on leur a dit, c'était nous notre façon de leur dire non. Et on ne savait pas où il se trouvait, s'ils avaient besoin de lui, qu'ils avaient besoin de lui. Ok? Alphonse Ongour est également ici. Son journal L'Aube vient d'être suspendu. A été suspendu il y a un mois. Il vient de reprendre ses activités. Je vais vous expliquer ce que c'est que la suspension d'un journal au Gabon. Accordez-moi une petite minute encore. On est aussi tenu par le temps. La suspension d'un journal au Gabon, ça veut dire une perte de recettes nettes pendant un mois. Vous avez du personnel, vous avez des charges locatives, vous avez de l'électricité payée, vous avez les charges du distributeur. Parce que lui, on ne regarde pas si vous avez été suspendu un mois ou pas. Quand vous suspendez un mois, ça veut dire que vous allez perdre l'essentiel de votre chiffre d'affaires ce mois-là. Théoriquement, vous ne pouvez payer aucun salaire, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'au Gabon, une consigne est donnée aux entreprises pour que la seule publicité soit réservée à l'Union. Il y a eu des moments où nous avons eu de la publicité, mais c'était des gens venus de l'extérieur qui nous l'ont donné. Récemment, c'est Franck Guéma qui a eu un partenariat avec Visa et qui nous passe de temps en temps une pleine page de pub. Solidarité de confrères. Franck Guéma de TV+. Ok? Et on ne vit que de nos ventes. On ne vit que de nos ventes. Suspendre par exemple les Côtes du Nord, nous avons 46. Les Côtes du Nord, le fait d'hiver mélangé, nous avons 46 employés. On emploie plus que de nombreuses PME au Gabon. Et ce n'est pas des jeunes qu'on prend dans la rue pour venir bricoler des papiers. Non. Les 5 derniers qui sont rentrés, il y a 3 ou 4 mois, sortent directement de la fac de communication de l'université. Alors, quand on s'amuse à casser un journal, parce que l'objectif c'est ça, c'est casser un journal, c'est rien d'autre un engagement à tuer la liberté d'expression, à tuer la liberté de la presse. Et c'est ça à quoi M. Ali Bongo Ndimba, sa petite majesté, s'emploie depuis qu'il est là. C'est pour ça que je demande aux uns aux autres de s'arrêter là, sur cette image. Comme ça, vous comprendrez que cet homme n'est en réalité qu'un pantin. Enregistré. Enregistré. Cet homme n'est en réalité qu'un pantin articulé par ce monsieur qui avait déclaré qu'il contrôle l'âme, le corps et l'esprit de cet homme.